On va discuter aujourd'hui le retentissement cardiaque de l'hypertension artérielle. Donc on va aborder notre question selon le plan suivant. Et pour commencer, je dirais que depuis plus de 10 ans, le traitement ou bien la prise en charge des patients hypertendus est basée essentiellement sur l'évaluation du risque cardiovasculaire qui prend en considération les chiffres de pression artérielle systolique et diastolique, l'existence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais également la recherche d'atteinte asymptomatique des organes cibles. Cette atteinte place les patients dans la case haut risque, quel que soit leur niveau de pression artérielle, et ceci nécessite une intervention pharmacologique d'emblée. Donc l'hypertension artérielle tient son importance sur le fait que c'est un facteur de risque qui se répercute sur plusieurs organes, dits organes cibles, à savoir le cerveau, la rétine, les artères périphériques, les reins et le cœur. Donc ce continuum cardiovasculaire qui illustre les stades d'évolution à partir du stade facteur de risque cardiovasculaire qui donne une dysfonction endothéliale et l'athérosclérose. Déjà au stade d'athérosclérose, c'est l'atteinte infraclinique. Par la suite, le développement des plaques d'athérome plus ou moins stables qui risquent de se fissurer et donner un infarctus du myocarde qui se termine par le remodelage cardiaque, dilatation et insuffisance cardiaque. Donc pourquoi c'est très important de rechercher l'atteinte asymptomatique des organes cibles? Parce que plusieurs études ont démontré une nette corrélation entre l'atteinte asymptomatique des organes cibles, que ce soit une hypertrophie ventriculaire gauche, épaisseur intima média ou bien altération de la fonction rénale et le risque d'événements cardiovasculaires sur un suivi de 10 ans. Donc, en ce qui concerne le cœur, on va aborder essentiellement 4 points. L'hypertrophie ventriculaire gauche, l'insuffisance cardiaque, la cardiopathie ischémique et les arythmies cardiaques. Le premier point, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, au sens strict du terme, c'est l'augmentation de la taille des cardiomyocytes qui ont perdu leur capacité de division déjà à la naissance. Donc cette augmentation de taille se fait par recrutement de nouvelles unités contractiles, à savoir les sarcomères, mais ce processus touche également les vaisseaux et le tissu de soutien. Sur le plan physiopathologique et selon la loi de Laplace, qui dit que la tension exercée sur la paroi d'un conduit est proportionnelle à la pression qui règne à l'intérieur de ce conduit et inversement proportionnelle à son épaisseur. Donc, in vivo, le cœur, pour faire face à l'augmentation de la pression artérielle, il va augmenter son épaisseur. Quelle implication pronostique pour l'hypertrophie ventriculaire gauche? Donc, ce travail illustre la corrélation entre les événements cardiovasculaires sur 2 ans et l'hypertrophie ventriculaire gauche détectée à l'électrocardiogramme. Donc, ce travail a été confirmé par d'autres études qui ont mis la corrélation entre le risque relatif d'événements cardiovasculaires et la masse ventriculaire gauche calculée à l'échocardiographie. Comment rechercher l'hypertrophie ventriculaire gauche? Donc, un électrocardiogramme, tout simplement, est indiqué chez tous les patients hypertendus pendant l'évaluation initiale pour dépister une éventuelle hypertrophie ventriculaire gauche. 3 indices sont validés sur le plan électrocardiographique. Donc, l'indice de Sokolov S121 plus R en V5, V6, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche si ça dépasse 35 mm. Également, une amplitude de l'onde R en AVL qui dépasse 11 mm, c'est en faveur d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Et en dernier, le produit de Cornell, qui est le produit entre l'amplitude de l'onde R toujours en AVL et la durée du QRS. On parle d'hypertrophie si ça dépasse 244. Pour confirmer l'hypertrophie ventriculaire gauche, on passe à l'échocardiographie transthoracique. Et actuellement, tous les appareils sont embarqués de logiciels de calcul automatique de la masse ventriculaire gauche selon la convention PEN ou ASE
Et pour les cut-off, on retient 95 grammes par mètre carré pour les femmes et 115 grammes par mètre carré pour les hommes. Il est également très important de préciser la géométrie ventriculaire gauche. Donc, chez un patient hypertendu, on peut avoir 4 types de ventricules gauche. Donc, un ventricule gauche. Normal, en se basant sur la masse ventriculaire gauche et l'index d'épaisseur relative, qui est le rapport entre le double de l'épaisseur de la paroi postérieure et le diamètre télédiastolique du ventricule gauche. Donc, on peut avoir un ventricule gauche normal, c'est-à-dire une masse normale avec un indice inférieur à 0,42, une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec une masse élevée et un indice supérieur à 0,42, une hypertrophie excentrique avec une masse élevée et un indice normal, ou bien un remodelage concentrique, masse ventriculaire gauche normale et indice élevé. Pourquoi est-il si important de rechercher ou bien de préciser la géométrie du ventricule gauche? On voit sur ce travail, publié en 2004, cette comparaison entre l'hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, là en jaune, et en clair l'hypertrophie ventriculaire excentrique. Et la conclusion qu'on peut tirer de cette plaque, c'est que quelle que soit la masse ventriculaire gauche, il y a une corrélation entre les événements cardiovasculaires et la géométrie concentrique. Donc, un patient hypertendu présentant une hypertrophie concentrique a plus de malchance de faire des événements cardiovasculaires. Ce travail publié en 2010 a bien démontré que l'hypertrophie ventriculaire gauche concentrique altère la fonction systolique longitudinale, radiale et circonférentielle qui peut être détectée à l'échocardiographie de Destrain. Donc, après l'étude LIFE, l'hypertrophie ventriculaire gauche n'est plus considérée comme un marqueur de risque cardiovasculaire, mais un facteur de risque cardiovasculaire parce que la diminution de la masse ventriculaire gauche sous l'effet du traitement médical a amélioré le pronostic de ces malades. Cette méta-analyse, publiée en 2003, montre clairement la supériorité des inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone et des inhibiteurs calciques face aux bêta-bloquants et aux diurétiques en termes de réduction de la masse ventriculaire gauche. À l'issue de ces études et méta-analyses, les dernières recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle insistent sur le fait que chez les patients hypertendus avec hypertrophie ventriculaire gauche, il faut prescrire les classes thérapeutiques inhibiteurs du système rénine-angiotensine et inhibiteurs calciques. On passe à la deuxième complication, la fibrillation atriale, qui est une complication rythmique fréquente chez les patients hypertendus. J'insiste sur le fait qu'un épisode de fibrillation atriale doit durer au moins 30 secondes pour le qualifier d'accès de fibrillation atriale. Voici l'ensemble des études faites sur des patients en fibrillation atriale. Donc, on voit que l'hypertension, elle est fréquente chez cette population, allant de 50% dans l'étude PIAF à 90% dans l'étude RELI. Cette plaque, publiée en 2012, montre la corrélation entre les chiffres de pression artérielle systolique et le risque d'apparition de fibrillation atriale. Donc, là, en bleu, on voit la courbe, ce sont des patients qui ont une pression artérielle normale haute. En marron, ce sont les patients hypertendus, entre 140 et 220, et on remarque qu'il n'y a pas une Pardon. Donc, et là, on remarque qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux courbes, c'est-à-dire qu'un patient présentant une pression artérielle normale haute a pratiquement le même risque de développer une fibrillation atriale qu'un patient hypertendu. C'est étonnant. Donc, chez un patient hypertendu avec hypertrophie ventriculaire gauche, la survenue d'une fibrillation atriale augmente le risque de mort subite d'origine cardiaque. Est-ce qu'il faut anticoaguler un patient hypertendu qui passe en arythmie?
Voilà le risque Schatz-Vask qu'on connaît tous, qui permet de calculer le risque d'événements thromboemboliques chez les patients en fibrillation atriale. Et si on prend un patient tout simplement hypertendu, il a un Schatz-Vask d'au moins 1, c'est-à-dire un risque d'AVC ischémique à 1,3% par an. Selon les recommandations, la mise à jour des recommandations sur la prise en charge de la fibrillation atriale, les patients présentant un Schatz-Vask A1, une anticoagulation par voie orale s'impose avec un INR cible entre 2 et 3. Ceci dit mais il faut équilibrer, il faut contrôler les chiffres de pression artérielle avant d'anticoaguler les patients en fibrillation atriale. Est-ce que c'est possible d'éviter l'apparition ou bien la survenue de la fibrillation atriale chez nos hypertendus? Regardons cette méta-analyse publiée en 2010 qui a essayé de revoir 23 études randomisées pour prévention primaire et secondaire de fibrillation atriale. Donc, il y avait 6 études chez les hypertendus, 2 études en post-infarctus et 3 études chez les patients en insuffisance cardiaque. L'analyse des résultats de cette étude démontre une diminution significative du taux d'apparition de fibrillation atriale à 33%, mais chez les malades qui tirent plus de bénéfices, ce sont les patients qui ont une hypertension et en plus une hypertrophie ventriculaire gauche ou les patients en insuffisance cardiaque. Donc, les dernières recommandations sur la prise en charge de l'hypertension artérielle insistent sur le fait de donner des inhibiteurs du système rénine-angiotensine chez les patients à risque de développer une fibrillation atriale. Troisième complication, l'insuffisance cardiaque. Donc, l'histoire classique chez les patients hypertendus, c'est l'apparition de l'hypertrophie ventriculaire gauche qui va augmenter les pressions de remplissage, dilater l'oreillette gauche, et là, le patient il commence à avoir des symptômes. Ça commence en général avec une fraction d'éjection normale, mais par la suite, cette insuffisance cardiaque, elle peut évoluer à son propre compte pour donner une dysfonction ventriculaire gauche. C'est quoi la définition de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée? Donc, c'est l'association de signes et de symptômes d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection normale ou légèrement abaissée et ventricule gauche de taille normale. Donc, ventricule gauche ne doit pas être dilaté. Avec une hypertrophie ventriculaire gauche, dilatation de l'oreillette gauche et ou une dysfonction diastolique qui est souvent évaluée par les pressions de remplissage. Donc, on peut avoir un patient qui est en insuffisance cardiaque, fraction d'éjection normale et pression de remplissage normalisée le plus souvent par un traitement médical. Plusieurs plusieurs études cliniques ont essayé de démontrer ou bien de prouver un bénéfice chez les patients présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection normale. Mais jusqu'à présent, aucune étude n'a démontré la supériorité ou bien l'efficacité d'une classe thérapeutique sur des critères durs en matière sur cette population. Prenons comme exemple l'étude TOP4 dont les résultats ont été publiés en novembre 2008. Donc, c'est une étude internationale, multicentrique, randomisée en double aveugle, qui a essayé de comparer la spironolactone contre placebo. Comme critère primaire, c'est un critère de jugement composite, incluant mortalité cardiovasculaire, arrêt cardiaque ressuscité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les critères d'inclusion, ce sont tous les patients hypertendus de plus de 50 ans, symptomatiques avec fraction d'éjection d'au moins 45%. Sur 3 ans de suivi, aucune différence. Cependant, l'analyse des sous-groupes a permis de démontrer une diminution significative du taux d'hospitalisation dans le bras spironolactone face au placebo, au prix d'une augmentation de l'incidence des hyperkaliémies dans le groupe spironolactone.
Donc, conclusion de l'étude top 4, négative. Cependant, pour contrôler les symptômes des patients, on peut prescrire des diurétiques. En ce qui concerne l'hypertension artérielle et l'atteinte coronaire, sur cette plaque, il y a une corrélation entre les chiffres de pression artérielle systolique et l'apparition de maladies coronaires chez les hommes et chez les femmes. En ce qui concerne les recommandations, si une ischémie myocardique est suspectée, on n'hésite pas à prescrire une épreuve d'effort. Si positive ou non concluante, on passe à l'imagerie de stress. Pour terminer, je dirais que le médecin généraliste est la pierre angulaire de la prise en charge des patients hypertendus. Il faut faire un électrocardiogramme systématiquement chez tous les patients hypertendus. Faire une échocardiographie pour bien stratifier le risque cardiovasculaire, pour confirmer une HVG électrique et rechercher d'autres anomalies cardiaques. Faire un Holter ECG si les palpitations et une épreuve d'effort si on suspecte une ischémie myocardique. Toujours privilégier les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, surtout chez les patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche. Et je vous remercie.